Les enfants qu'il a bercés, protégés, accompagnés à l'école sous la pluie, ceux dont il connaissait par cœur la moindre peur nocturne, le moindre éclat de rire, n'étaient pas les siens. Pas de son sang, pas de son nom au sens biologique. Pendant des années, Gérard Lanvin les a regardés dormir avec cette fierté silencieuse d'un père convaincu d'avoir construit quelque chose de solide. Et puis, un jour, la certitude s'est fissurée. Pas avec fracas, pas devant des caméras, mais dans une pièce presque vide, avec un dossier posé sur une table et un silence qui pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. On l'a longtemps cru invincible. Figure rugueuse du cinéma français, voix grave, regard d'acier. Un homme qui traversait les tempêtes sans jamais plier. Pourtant, derrière cette image publique, il y avait un mari, un père, un homme qui croyait en la loyauté comme on croit à une évidence. Lorsque les premiers soupçons ont surgi autour de Jennifer Lanvin, il les a balayés d'un revers de main. L'amour rend parfois volontairement aveugle. Il protège l'illusion parce qu'elle est plus douce que la vérité. 3 années de mariage. 3 années à reconstruire une stabilité. À croire qu'après les tempêtes passées, enfin, le calme. Les apparitions publiques, les sourires mesurés, les mains jointes sous les flashs. Personne n'imaginait que derrière ces images, quelque chose se désagrégeait lentement. Gérard n'était pas un homme de scandale. Il était un homme de fidélité. Il parlait peu, mais il agissait beaucoup. Il travaillait. Il rentrait. Il veillait. Puis est venu le moment où l'on ne peut plus détourner le regard. Une conversation interrompue trop vite. Un message effacé. Un détail insignifiant qui devient obsession. La vérité n'explose pas toujours. Elle s'infiltre. Elle ronge. Elle installe le doute comme une présence constante. Gérard a commencé à poser des questions. Pas des accusations. Des questions. Des questions auxquelles on répond avec des silences. Quand la révélation est tombée, elle n'a pas pris la forme d'un cri. Elle a pris la forme d'un aveu. Jennifer, le visage fermé, a laissé tomber les mots comme on laisse tomber une arme devenue trop lourde à porter. Infidélité. Mensonge. Et, plus cruel encore, l'ombre sur la paternité des enfants. Les analyses, les confirmations, les chiffres froids qui ne laissent aucune place à l'interprétation. Il ne s'est pas effondré devant elle. Il est resté debout, droit, comme s'il jouait encore un rôle. Mais ce n'était pas du cinéma, c'était sa vie. Chaque souvenir s'est retourné contre lui. Les anniversaires, les premiers pas, les nuits d'hôpital. Tout ce qu'il avait vécu comme un père s'est mis à trembler. Était-ce faux? Non. Les gestes étaient réels. L'amour était réel. Mais la base, elle, était fissurée. J'ai vécu dans une vérité qui n'existait pas, aurait-il confié à voix basse à un proche. Il n'a pas cherché à humilier. Il n'a pas crié vengeance. Il a choisi la dignité. Cette forme de noblesse qui consiste à accepter la douleur sans la transformer en spectacle. Pourtant, la décision est venue. Partir. Mettre fin à cette union qui n'était plus qu'un décor. Le divorce n'a pas été une explosion médiatique. Gérard Lanvin a brisé le silence, non pas pour régler des comptes, mais pour reprendre le contrôle de son récit. Il a parlé des enfants avec une tendresse intacte. On ne cesse pas d'aimer parce qu'un test le décide, a-t-il murmuré. Cette phrase a bouleversé ceux qui l'ont entendue. Car au-delà de la trahison conjugale, il y avait cette question vertigineuse. Qu'est-ce qu'être père? Certains l'ont vu plus silencieux qu'avant. D'autres ont remarqué une fatigue nouvelle dans son regard. Il continuait à travailler, à honorer ses engagements. Sur les plateaux, il restait professionnel. Mais ceux qui le connaissaient percevaient un décalage. Comme si une partie de lui s'était retirée. Comme si la confiance, une fois brisée, ne retrouvait jamais exactement sa forme initiale. Il n'a jamais cherché à salir Jennifer publiquement.
Il n'a pas dressé la liste des fautes. Il a simplement admis qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans un mensonge. 3 ans. 3 ans qui semblaient courts sur le papier, mais qui contenaient des années d'investissement émotionnel. Partir, pour lui, ce n'était pas fuir, c'était refuser de continuer à se mentir à lui-même. Dans ses rares confidences, il a parlé d'honneur. Pas l'honneur bruyant, théâtral. L'honneur intime, celui qui vous oblige à rester cohérent avec ce que vous êtes. Gérard Lanvin n'a jamais prétendu être parfait, mais il croyait à la loyauté comme à une colonne vertébrale. Et lorsqu'elle cède, tout le reste vacille. Les enfants restent au centre de ses pensées. Même si le sang ne les relie pas, les souvenirs, eux, sont indélébiles. Les années partagées ne s'effacent pas par décret. Cette complexité le rend plus humain que jamais. Il aurait pu se refermer. Il aurait pu devenir amer. Au lieu de cela, il avance avec une gravité nouvelle, presque solennelle. On parle souvent de scandale, de trahison, de chute. Mais ce qui frappe dans cette histoire, c'est la retenue. La manière dont il a choisi de se tenir droit au milieu de l'effondrement. Gérard Lanvin n'a pas crié sa douleur. Il l'a portée, comme un manteau trop lourd, comme une vérité qu'on accepte parce qu'on n'a plus le choix. Et lorsqu'il a prononcé ces mots, « Ce ne sont pas mes enfants biologiquement », il n'y avait ni colère ni haine, seulement une lucidité tranchante, une blessure nue. Le silence autour de lui était plus éloquent que n'importe quel discours. Il y a des détails que personne ne voit à la télévision. La manière dont Gérard Lanvin tient sa tasse de café le matin, par exemple. Toujours la main droite, les doigts un peu serrés, comme s'il craignait qu'on lui enlève encore quelque chose. Le café refroidit souvent avant qu'il n'en boive la moitié. Il regarde par la fenêtre. Longtemps, trop longtemps, trop. Son téléphone reste posé face contre table. Avant, il vibrait sans arrêt. Des messages des enfants, des photos envoyées à la hâte, un dessin mal cadré, un « Regarde, papa !» Aujourd'hui, il hésite à ouvrir la galerie. Les images sont là. Un vélo rouge un peu trop grand. Une main minuscule serrée autour de son pouce. Un éclat de rire figé dans le temps. Il se souvient d'un mercredi après-midi précis. Pas d'un grand événement. Juste d'un détail. La pluie battait contre les vitres. Il avait raté une audition pour rentrer plus tôt. Il s'était assis par terre pour monter un château en plastique. Une tour penchait. L'enfant riait. « Papa, tu fais tout de travers !» Il avait ri aussi. Ce souvenir ne disparaît pas, parce qu'un test ADN dit autre chose. Dans le salon, il y a encore ce ballon coincé derrière un fauteuil. Il ne l'a pas déplacé. Comme si le laisser là maintenait une présence invisible. La maison est plus silencieuse maintenant. Pas un silence dramatique. Un silence ordinaire. Celui d'un frigo qui bourdonne. D'une horloge qui insiste. Parfois, il ouvre un tiroir et retrouve une paire de chaussettes trop petites. Il reste immobile quelques secondes. Pas de larmes, juste un souffle plus court. Quand il a décidé de quitter Jennifer, il n'a pas claqué la porte. Il a fermé doucement. Il a pris une veste, la vieille en cuir, usée au coude. Celle qu'il portait quand il accompagnait les enfants à l'école. Le matin était froid. Il marchait sans destination précise. Les passants ne savaient rien. Il croisait un acteur connu. Pas un homme dont la vie venait de basculer. Il repense à la première fois où il a entendu le mot « papa ». C'était hésitant, presque timide. Il s'était retourné, surpris, comme si ce mot ne lui était pas destiné. Il avait répondu sans réfléchir, avec naturel, comme si cela allait de soi. Ce sont ces moments-là qui reviennent la nuit. Pas la scène de l'aveu, pas les chiffres froids du laboratoire, mais les choses minuscules. Une main sur son épaule, un dessin scotché sur le frigo, une dispute pour un jouet cassé. Il y a aussi la façon dont il préparait les petits déjeuners. Trop de beurre sur les tartines. Il faisait semblant de ne pas voir quand on grimaçait. Il disait « un Lanvin,
Ça ne se plaint pas. Il y croyait. À ce nom transmis, à cette continuité. Un soir, après la révélation, il est resté seul dans la cuisine, les lumières éteintes. Il connaissait chaque bruit de la maison, chaque craquement du parquet. Il a passé la main sur la table, là où les devoirs étaient faits, où les crayons roulaient. Il a chuchoté quelque chose. Personne n'a entendu. Ce qui le rend tangible, presque fragile, ce sont ses gestes répétés. Il continue d'acheter le même chocolat au supermarché, par habitude. Il s'arrête devant le rayon sans savoir pourquoi. Puis il repose la tablette. Sur les plateaux de tournage, il est impeccable. Professionnel. Il plaisante entre deux prises. Mais parfois, entre deux scènes, il s'isole. Il regarde ses mains, comme s'il cherchait à y lire une vérité nouvelle. Un acteur sait feindre la douleur, mais celle-ci ne demande aucun effort. Un ami lui a demandé « Tu regrettes ?» Il a répondu après un long silence « Regretter quoi? D'avoir aimé ?» Ce qui bouleverse, ce n'est pas seulement la trahison. C'est le décalage entre la réalité biologique et la réalité vécue. Les anniversaires célébrés, les cadeaux choisis avec soin, les nuits passées à veiller une fièvre. Il garde encore un vieux message vocal, une voix d'enfant qui dit « Bonne nuit, papa ». Il ne l'efface pas. La décision de partir n'a pas effacé l'attachement. Elle a seulement posé une frontière, une ligne invisible qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ne parle pas de vengeance, il parle de cohérence, de survie intérieure. On l'imagine fort, il l'est. Mais la force n'empêche pas les fissures, elle les rend simplement plus discrètes. Un matin, il a retrouvé une petite chaussure sous un meuble. Il l'a tenue quelques secondes dans la paume. La taille minuscule contrastait avec sa main large. Il a souri. Un sourire presque imperceptible. Puis, il l'a reposée exactement au même endroit. Il ne sait pas encore ce que l'avenir fera de ces liens. Il sait seulement que les années vécues ne s'effacent pas, que l'amour donné ne devient pas faux rétroactivement. Il marche parfois le long de la Seine, sans lunettes de soleil, sans se cacher. Il observe les familles sur les bancs. Il ne détourne pas le regard. Il ne fuit pas non plus. Il regarde, avec une forme de tendresse intacte. Ce qui reste, au-delà des tests et des aveux, ce sont ces fragments. Un rire, un ballon, un mot prononcé trop vite. Et lui, debout, au milieu de tout cela. Toujours Gérard. Toujours cet homme aux épaules larges. Mais avec, désormais, cette transparence nouvelle dans le regard. Comme si la douleur avait poli quelque chose en lui. Comme si derrière la carapace, on apercevait enfin la peau nue. Il y a pourtant quelque chose qu'il ne dit pas. Pas aux journalistes, pas aux amis proches, même pas à lui-même, entièrement. Quand Gérard Lanvin évoque cette histoire, il s'arrête toujours à la surface des faits. La trahison, les analyses, le départ. Il parle avec précision, presque avec économie, comme s'il choisissait chaque mot pour éviter d'ouvrir une porte derrière lui. Mais certaines portes restent entrouvertes. Il y a cette enveloppe qu'il garde dans un tiroir, en bas, à droite du bureau. Pas celle des résultats officiels. Une autre, plus fine, froissée au coin. Il ne l'a jamais montrée. Personne ne sait ce qu'elle contient. Peut-être une lettre, peut-être rien d'important. Et pourtant, il la déplace parfois. Comme on vérifie qu'un secret respire encore. On pourrait croire que tout est clair désormais, que la vérité a été révélée, que les responsabilités sont établies. Mais la vérité, la vraie, n'est jamais un bloc net. Elle a des zones floues, des contradictions, des silences. Jennifer n'a pas tout expliqué, ou peut-être qu'elle a expliqué trop tard, ou peut-être que ce qu'elle a dit ne correspondait pas exactement à ce qu'il avait besoin d'entendre. Il y a des phrases restées en suspens entre eux, des débuts de confession interrompus par un regard. Gérard n'a pas insisté. C'est ce qui intrigue. Pourquoi ne pas avoir exigé tous les détails? Pourquoi ne pas avoir voulu connaître chaque nom, chaque date, chaque mensonge?
comme s'il savait que certaines précisions seraient plus destructrices que l'ignorance. Un soir, il a reçu un appel. Numéro inconnu. Il a décroché. Il n'a pas parlé pendant presque 1 minute. La personne à l'autre bout non plus. Puis, il a simplement dit « Je comprends ». Il n'a jamais raconté cet appel. Était-ce elle? Était-ce quelqu'un d'autre? Était-ce lié aux enfants? Il y a aussi cette photographie qu'il a retournée face contre mur. Pas supprimée. Pas déchirée. Juste retournée. Un geste discret. Comme si l'image devait continuer d'exister, mais sans le regarder. Ce qui trouble, c'est qu'il ne semble pas animé par la colère. La colère simplifie les histoires. Elle donne un coupable clair, une trajectoire nette. Lui, non. Il avance avec une nuance étrange, comme s'il doutait encore d'une partie du récit. Il a confié à un collègue « Tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. » Simple comment? Il y a des rumeurs qui circulent, des versions contradictoires. Certains murmurent que les enfants ne sont peut-être pas tous concernés, que la vérité serait partielle, que l'analyse aurait été répétée, que les résultats ne coïncidaient pas parfaitement. Rien n'est confirmé, rien n'est nié. Sur un plateau récemment, il a improvisé une scène où son personnage hésite à ouvrir une porte. Le réalisateur a gardé la prise. On y voit une microseconde d'hésitation, un regard qui cherche quelque chose hors champ. Ce regard n'était pas du jeu. Il y a des nuits où il ne dort pas. Pas à cause des souvenirs, à cause des questions qui persistent. Et si tout n'avait pas été dit? Et si une partie de l'histoire lui échappait encore? Il garde le contact. Pas constant, pas affiché, mais il n'a pas disparu. Il reçoit parfois un message, court, neutre. « Ça va ?» Il répond « Oui ». Rien de plus. Ce fil ténu n'a pas été coupé. Pourquoi? Peut-être parce que, malgré la trahison, quelque chose reste irrésolu. Un doute infime. Une possibilité presque invisible que la réalité soit plus complexe qu'une simple tromperie. Il arrive qu'il s'arrête devant une école. Pas longtemps. Juste quelques secondes. Il observe les parents à la sortie des classes. Il ne semble pas amer. Plutôt attentif. Comme s'il cherchait à comprendre un mécanisme secret. La question n'est peut-être pas seulement biologique. La question est peut-être « qu'est-ce qui fait un lien? Qu'est-ce qui le défait ?» Mais il ne pose pas ces questions à voix haute. Il y a ce rendez-vous qu'il a annulé à la dernière minute. Une rencontre avec un avocat spécialisé en droit familial. Il avait pris l'initiative. Puis il a reculé. Pourquoi consulter si tout est déjà acté? Pourquoi ouvrir un dossier supplémentaire si la décision est prise? Rien n'est complètement fermé. Il garde une clé sur son trousseau. Une petite clé argentée. Elle n'ouvre plus rien officiellement. La maison a été vendue. Les serrures changées. Pourtant, il la conserve. Il ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être parce que certaines histoires ne se terminent pas en claquant une porte. Elles restent suspendues, comme une phrase interrompue. Un jour, quelqu'un lui a demandé s'il referait confiance. Il a souri, légèrement. On ne sait jamais vraiment à qui on fait confiance. Ce n'était pas une accusation. C'était presque une constatation tranquille. Ce qui maintient le mystère, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. C'est ce qu'il choisit de ne pas clarifier. Les zones d'ombre ne semblent pas le déranger autant qu'on pourrait l'imaginer. Elles l'accompagnent, comme une seconde peau. Il n'a pas raconté la toute dernière conversation, celle qui a précédé son départ définitif. On sait qu'elle a eu lieu, on sait qu'elle a été longue, mais personne ne connaît les mots exacts. Peut-être qu'ils ne peuvent pas être répétés. Peut-être que la vérité complète ne lui appartient pas seule. Il continue d'avancer, de travailler, de parler avec mesure. Mais derrière chaque phrase publique, on sent qu'une autre phrase, plus intime, reste retenue. Et tant qu'elle reste retenue, l'histoire n'est pas figée. Elle respire encore. Un matin, il a laissé la radio allumée plus longtemps que d'habitude. Les informations parlèrent d'autre chose, d'autres drames, d'autres noms. Le sien n'était plus prononcé.
L'actualité avait avancé. Lui aussi, en apparence. Gérard Lanvin s'est assis au bord du lit, les coudes sur les genoux. La lumière traversait les rideaux à moitié tirés. Il n'a pas bougé tout de suite. Il écoutait un bruit presque imperceptible dans l'appartement, comme si quelque chose allait se manifester. Rien ne s'est produit. Sur la table de chevet, une montre arrêtée. Il ne l'a pas remontée. Le temps continue sans qu'on l'aide. Il a pensé à écrire. Pas un livre. Pas une déclaration. Juste quelques lignes pour lui-même. Il a pris un stylo, l'a posé, l'a repris. La page est restée blanche. Les mots n'obéissent pas toujours quand on les convoque. Dans la cuisine, il y a encore 2 tasses. Il n'en utilise qu'une. L'autre reste là, déplacée parfois de quelques centimètres, jamais rangée. Comme si le geste de la remettre dans un placard serait une décision trop nette. Il reçoit moins d'appels, ou peut-être qu'il répond moins. On ne sait pas exactement. Les conversations se réduisent à des phrases simples. « Tu tiens le coup ?» Il répond « Ça va ». Ce « ça va » ne signifie rien de précis. Ni bien, ni mal. Juste une surface. Il arrive qu'il ouvre la fameuse enveloppe. Pas souvent. Juste assez pour vérifier qu'elle existe encore. Il ne la relit pas entièrement. Il la referme avant la fin. Comme si connaître chaque détail serait une façon de figer l'histoire, de lui donner une forme définitive. Or, rien n'est définitif. Un soir, il a retrouvé une vieille vidéo, une fête improvisée. Des bougies qu'on souffle, une voix qui crie « Papa, regarde !» Il a mis la vidéo en pause. L'image est restée figée sur un sourire flou. Il n'a pas appuyé sur lecture. Dehors, la ville continue. Les passants ne savent rien des silences qui occupent un appartement. Ils croisent un acteur. Ils voient une silhouette familière. Ils ignorent la question qui flotte encore. Est-ce que l'amour devient moins vrai quand la biologie se dérobe? Est-ce que la trahison efface les gestes tendres? Ou est-ce que tout coexiste, sans jamais se résoudre? Il n'a pas cherché de réponse publique. Il ne prononce plus le mot « trahison » aussi facilement. Il parle de « circonstances », de « réalité », des mots plus neutres, plus froids. Mais derrière ces mots, quelque chose demeure inachevé. Un jour, il a croisé Jennifer par hasard. Pas prévu, pas organisé. Un trottoir étroit, un instant suspendu. Ils se sont arrêtés. Pas assez près pour se toucher. Pas assez loin pour ignorer la présence de l'autre. Ils ont échangé quelques phrases. Rien d'important en apparence. La météo, le travail. Puis un silence, long, dense. Il aurait pu poser une question supplémentaire. Elle aussi. Personne ne l'a fait. Ils se sont séparés sans se retourner. Ou peut-être que l'un des deux s'est retourné une seconde trop tard pour que l'autre le voie. Il garde toujours la petite clé argentée. Elle ne correspond plus à aucune serrure. Il l'a accrochée à un autre trousseau. Sans raison pratique. Juste là. Parfois, il imagine une conversation future. Une explication plus claire. Une révélation qui remettrait les pièces dans un ordre logique. Puis il laisse cette idée se dissoudre. Toutes les histoires ne trouvent pas leur architecture parfaite. Les enfants, il hésite encore à employer ce mot, grandissent quelque part. Il le sait. Il ne surveille pas. Il ne cherche pas à contrôler. Il y a des liens invisibles qui persistent, même quand on les déclare rompus. Un soir, il a éteint toutes les lumières sauf une. Il s'est assis dans le salon. La pénombre adoucissait les angles. Les objets semblaient moins précis, plus flous, comme des souvenirs. Il a posé la clé sur la table, juste devant lui. Il l'a regardée longtemps. On pourrait croire qu'il attend un signe, un appel, une preuve supplémentaire. Peut-être qu'il n'attend rien. Peut-être qu'il apprend à vivre avec ce qui ne se referme pas. La montre reste arrêtée. L'enveloppe demeure dans le tiroir. La deuxième tasse n'est toujours pas rangée. Et lui, immobile un instant, la clé entre les doigts, sans décider s'il faut la remettre dans sa poche.